Bonsoir à tous ou rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là à 19 h pour l'émission Retour sur nos enquêtes que nous avons consacrée au Gabon et à la famille Bongo. Il est 20 h 30 ou à peine un peu plus de 20 h 30. Les résultats que donnait Hubert Huertas tout à l'heure de ces élections départementales ont dû un peu s'affiner, surtout que les différents instituts de sondage de sortie des urnes n'étaient absolument pas d'accord entre eux. Donc les fourchettes étaient très larges. Hubert. Eh bien, écoutez, elle continue d'être très large et depuis 20 h passe sur les chaînes de télévision, a priori, une foule de gens qui savent. Je ne sais pas vraiment comment ils font pour savoir, parce que personne ne sait exactement. Il y a de grandes tendances. Il y a une certitude, c'est que l'UMP est sorti en tête. Il y a une certitude, c'est que le Front National est autour de 25 %, ce qui est un score très important et même dans une certaine mesure historique. Pour le score du Parti socialiste, eh bien, il varie entre 19,7 selon certains instituts et 25 % selon d'autres instituts. 25 % ils sauvent les meubles, et ils les sauvent même bien. À moins de 20 %, eh bien, on serait devant un événement historique, parce que là, ils ne les sauveraient pas du tout. Et la perspective dont on avait parlé avant les élections d'une perte potentielle d'un millier de cantons, avec moins de 20 %, on y serait. Mais pour l'instant, personne ne le sait exactement. Alors je vais vous donner les chiffres dont nous disposons pour que vous le sachiez, et puis ensuite on va essayer de faire un petit commentaire pour préciser les choses et pour les nuancer comme elles doivent l'être à l'heure qu'il est. Donc l'UMP est donné de 29,2 à 32 %, mais il y a des divers droites. Alors ces divers droites, est-ce que ce sont des dissidents ou bien est-ce qu'ils ont l'étiquette? Et ils représentent de 6,5 à 7 %. Donc vous voyez que suivant l'addition ou la non-addition, vous n'avez pas la même configuration. Le Parti socialiste, je vous en parlais, donc 19,7 à 25, mais vous avez des divers gauches qui vont de 3,5 à 7,7. Selon Ipsos, des divers gauches soutenus par le Parti socialiste seraient à environ 3,5 à 4 points. On va réserver notre commentaire pour le moment où, comme vous l'apprendrez vous aussi, quand on aura les résultats très précis. Donc je vous parlais du Front National. En ce qui concerne le Front de gauche, au fond, on a la même incertitude. On est dans des scores au-dessous de 10 %, mais certains instituts donnent un Front de gauche à 5,8 %. C'est très bas, à 9,7 %, alors là, ce serait beaucoup mieux. Ce serait un score qui ferait à coup sûr plaisir à M. Mélenchon. D'où vient la différence? C'est que certains instituts comptent Europe Écologie dans ce score, puisque Europe Écologie a fait un certain nombre d'alliances avec le Front de gauche, et d'autres donnent 2 points à Europe Écologie. Là encore, il va falloir affiner et relativiser les commentaires que nous entendons. Alors dans ces commentaires, bien inévitablement, Manuel Valls estime que les dégâts ont été limités. Il souligne le fait que le Front National n'est pas au score qui était attendu. Il veut nous dire formidable, Manuel Valls a bien fait de s'en prendre au Front National. Il va peut-être un petit peu vite. Jean-Marie Le Guen, lui, il dit finalement on est à 1 point près au score de 2011, donc tout irait très bien. Mais je vous le répète, avant le second tour, et probablement dans les heures qui viennent, il va falloir rester très prudent parce que tout peut se passer. D'élections départementales où le Parti socialiste aurait résisté à des élections départementales qui pourraient être très mauvaises. J'espère que dans la soirée, les instituts de sondage se seront mis d'accord. Et à ce moment-là, naturellement, nous vous en ferons part. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, il était très content et forcément, il est en tête. Il a souligné que ces élections étaient un désaveu historique pour la gauche. Il a rappelé sa volonté de faire le rassemblement de toute la droite, en soulignant que ce rassemblement avait porté ses fruits. Et puis, en ce qui concerne le second tour, il a rappelé sa politique, ni pour les uns, ni pour les autres, ne voter ni pour le Front National, ni pour le Parti Socialiste. Et c'est là que les choses risquent d'être un petit peu compliquées, et c'est là où son appel à l'union pourrait être
difficile parce que ce soir, on dit que c'est une victoire de Nicolas Sarkozy, mais dans le score de l'UMP, il y a également l'UDI, et l'UDI et l'UMP n'ont pas du tout la même approche vis-à-vis du Front National. En tout cas, la ligne voulue par Nicolas Sarkozy est défendue avant ce premier tour, qui était une ligne de droitisation très nette, va être compliqué à mettre en place et il va être difficile ensuite, avec les pressions venues du terrain, pour ne pas avoir à gérer de quelques cas ou de nombreuses tentations d'alliance avec le Front National. Donc ce soir, incontestablement, l'UMP et l'UDI réalisent un bon score, mais les choses pourraient être compliquées. En ce qui concerne le Front National, Marine Le Pen soulignait ce soir que d'élection en élection, et là je la cite, le Front National s'enracine. Alors naturellement, elle aurait préféré être en tête, mais l'un des événements, et probablement l'événement ce soir, c'est qu'un parti de la nature du Front National s'enracine, alors que depuis qu'il a fait irruption dans la politique française, et ça remonte à 1983, il a réalisé assez souvent des scores honorables, voire des scores élevés dans les élections nationales, mais il n'a jamais réussi à s'enraciner. Eh bien, après des municipales où il a réussi à rafler plus de 10 mairies, 11 mairies je crois, maintenant, il y a une possibilité de rafler des cantons, plusieurs dizaines de cantons, et il y a la preuve que ce parti, dans des élections absolument locales, des élections départementales, ce parti fait 25 points. C'est à coup sûr l'un des événements de cette soirée. Merci beaucoup Hubert. On va vous retrouver tout à l'heure vers 21h15, 21h30, peut-être pour des fourchettes un peu plus affinées. À côté de moi, Mathieu Magnodex, du service politique de Mediapart, qui va animer toute la soirée avec moi. Nous allons essayer de comprendre ce que vous avez commencé à nous dire avec les chiffres que nous avons pour l'instant. Hélène Salvi, journaliste à Mediapart, qui suit particulièrement la droite. Valérie Higounet, bonsoir. Vous êtes historienne et vous avez publié au Seuil cette histoire du Front National que nous vous montrons. Fabien Escalona, bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po Grenoble, spécialiste entre autres du Parti Socialiste et de la social-démocratie européenne. Cécile Alduy, bonsoir. Vous êtes professeur de littérature française à Stanford, en Californie, et vous avez publié toujours au Seuil avec Stéphane Vanish ce livre, Marine Le Pen prise au mot, décryptage du nouveau discours frontiste. Alors je me tourne d'abord vers tous les deux. Effectivement, Nicolas Sarkozy triomphe, puisque Marine Le Pen ne pourra pas affirmer ce soir qu'elle est en tête, ça au moins on en est sûr, et que donc déclarer à tort ou à raison, vu le taux de participation, que le Front National est le premier parti de France, ça au moins on est sûr qu'elle ne pourra pas déclarer ça ce soir. Hélène, est-ce qu'on peut quand même dire que c'est une victoire, voire un petit triomphe pour Nicolas Sarkozy, ou est-ce qu'il faut relativiser ce score de l'UMP ? Alors, il faut relativiser le score de l'UMP et Fabien vous dira pourquoi dans 2 secondes. Moi, je vais vous dire pourquoi ce n'est pas un succès ou un triomphe de Nicolas Sarkozy. Simplement parce que c'est un vrai succès pour la droite, mais c'est surtout, et il l'a dit d'ailleurs lui-même quand il s'est exprimé à 20h30 depuis l'UMP, c'est un triomphe ce soir pour le rassemblement de la droite. Et s'ils ont gagné face à la gauche pour ce scrutin, c'est précisément parce que l'UDI et l'UMP ont réussi dans la majorité, une grosse majorité, je crois 90% des cantons, à s'unir, ce qui est quand même assez incroyable quand on se souvient que l'UDI a été créé par des personnes qui sont parties de l'UMP à cause de Nicolas Sarkozy. Donc c'est une victoire du fameux rassemblement de la droite et du centre. C'est une victoire du fameux rassemblement de la droite et du centre, qui est une stratégie en vue des primaires de 2016 de l'UMP, les primaires internes, non pas de Nicolas Sarkozy, bien qu'ils se rendent compte qu'il va falloir qu'ils s'y mettent aussi sérieusement, mais c'est surtout le calcul d'Alain Juppé, un de ses principaux adversaires, qui milite depuis le début pour un grand rassemblement de la droite, c'est-à-dire revenir à ce qu'était l'UMP à sa création en 2002, un rassemblement de la droite, RPR, et de celle plus modérée,
qui était incarné à l'époque par l'UDF, et c'est ce que veulent faire certains candidats à la primaire aujourd'hui. Et Nicolas Sarkozy a fait un peu des deux en soi. C'est-à-dire qu'il milite énormément pour le rassemblement aussi. Il dit que c'est très important, et en même temps, il est quand même pas très éloigné de ce qu'il a fait en 2012. C'est-à-dire qu'il voit très bien qu'une partie de son électorat, une partie de l'électorat à droite, part aujourd'hui du côté du Front National. Ça s'est vu d'ailleurs à la dernière législative du Doubs, où on s'est rendu compte qu'au second tour, quand l'UMP était éliminé, la moitié des électeurs UMP s'étaient reportés vers un vote Front National. Donc il est très conscient de ça, ce qui fait que ça nous donne des sorties, comme il l'a fait en début de semaine, sur les cantines scolaires, par exemple, et les repas de substitution. Voilà. Ça. Donc il a durci son discours, disons, dans les 15 derniers jours de la campagne. Oui, mais c'est typique en fait. Après, c'est le principe de la politique, visiblement, de caler son discours au moment des scrutins. C'est un petit peu ce qu'il a fait, quoi. Oui, effectivement. Fabien Escalona. Oui, pour relativiser justement les scores qu'on a, en fait, même si on a un peu du mal à s'y retrouver dans toutes les estimations qu'on a, ce qu'on peut quand même dire ce soir, c'est que les estimations sont dans la logique électorale qui semble se déployer depuis l'élection de François Hollande en 2012. C'est-à-dire qu'on a une démobilisation massive de l'électorat de gauche et on a une dynamique à droite qui est principalement concentrée au niveau du Front National. Pourquoi je dis ça? Démobilisation massive à gauche parce que, quels que soient les scores qu'on a, on sera en dessous de 40% pour la gauche. Et donc ça, c'est historiquement faible pour la Ve République. Donc on est dans un étiage... D'habitude, c'est combien? D'habitude, on est quand même au-dessus de 40, quoi, voire plus. Et en fait, on va vers l'étiage qu'on avait aux européennes, autour de 35 de mémoire, qui était déjà un point bas historique. Donc ça c'est pour la 35, gauche. 35 si on cumule le Parti socialiste, les divers gauches, le Front de gauche et Europe Écologie Les Verts. On arrive à peine à 35. Voilà, les estimations de France 2 qui ont été annoncées à 20h donnaient à peu près 37%, c'est ce que j'ai noté. Alors après, ça va sans doute varier, mais dans tous les cas, on sera sûrement en dessous de 40, ce qui sera un point bas historique, y compris pour les cantonales. Ça, c'est une chose assez nette. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'à droite, le succès des listes UMP-UDI, même si elles sont à 38, elles sont annoncées plus bas par certains instituts, ce n'est pas non plus un succès dantesque. C'est-à-dire que souvent, la droite était au-dessus des 40%. UMP plus divers droite, comptés ensemble, et UDF. Donc, ça veut dire que c'est un succès qui ne sera que relatif, c'est-à-dire que ce sera un score meilleur qu'en 2011, mais en 2011, c'était un score qui était piteux. Donc, il faut replacer ça dans ce contexte de long terme. Je me fais un peu l'avocat du diable, pardon, et là, je vous pose la question à tous les quatre. Est-ce que ce n'est pas déjà une victoire pour l'UMP et ses alliés d'empêcher Marine Le Pen de dire que pour la deuxième élection consécutive, même marquée par un fort taux d'abstention, elle est le deuxième parti de France? Oui, mais alors, très rapidement, et après je laisse corrigé. la parole aux spécialistes du Front National, mais pour le coup, on a quand même une situation où l'UMP, la droite parlementaire classique, est quand même dans l'opposition. Le score piteux qu'ils avaient eu en 2011, ils étaient au pouvoir et ils avaient eu quand même 4 années de pouvoir, donc largement le temps d'être devenus impopulaires. Là, ils sont dans l'opposition. Ils devraient, face à un pouvoir lui-même impopulaire, faire bien des meilleures performances. Deuxièmement, ce sera peut-être rappelé, le FN de toute façon n'a jamais été le premier parti de France et ce n'était même pas le cas aux européennes. Et troisièmement, c'est que quand même si les instituts donnaient le FN à 30, certains ont l'air un peu déçus ce soir, mais enfin tout de même, c'est le meilleur score jamais obtenu par le Front National à une cantonale. Il est à plus de 10 points par rapport à 2011 où c'était déjà un point haut historique. Et donc il fait quasiment le même score qu'aux européennes, pour un scrutin qui était beaucoup plus difficile pour lui. Les européennes, c'était la proportionnelle, un scrutin très nationalisé, alors que là, c'est sur les cantons, donc voilà, chacun sait que c'est un lien très territorial et pour un FN qui, normalement, n'a pas la structure adéquate pour ce genre de scrutin. Et Anne Salvi, un mot. Et c'est très important ce que vous dites sur le fait que la droite, finalement, a un score qui se stabilise un peu, alors qu'elle est aujourd'hui dans l'opposition. Donc c'est certes un triomphe de l'UMP et de l'UDI, mais enfin, toute proportion gardée, quoi.
Cécile Alduy. On ne peut pas minimiser l'importance du score du Front National. Aujourd'hui, qu'il soit à 24,5 ou 28, ça ne change rien structurellement. Ça veut dire que depuis les européennes et depuis la présidentielle 2012, il y a une sorte de seuil minimal du Front National à quelque chose comme 5 millions d'électeurs, voire plus, ce que j'ai calculé ce soir, ce qui est énorme. Et ça veut dire que structurellement, c'est soit le premier, soit le deuxième. C'est pas vraiment le rang qui importe, mais le fait que ce soit consistant d'élection en élection, quel que soit le scrutin, quel que soit le fait que ce soit proportionnel, binôme, etc. Et c'est d'autant plus important, je crois qu'on l'a déjà dit précédemment, sur un scrutin local où historiquement, le parti n'avait jamais investi de son énergie dans les élections locales. Or là, ce maillage territorial va être très important en 2017 lorsqu'il s'agira de constituer des listes législatives et puis bien sûr aussi de mobiliser les troupes pour les présidentielles. Ils ont présenté des binômes de candidats dans 93%. des cantons. Là, pour le coup, premier parti de France, en tout cas en termes de candidature et de maillage territorial. Puisque l'UMP en elle-même et le Parti socialiste tout seul arrivaient à peine à 80%, donc 10 ou 12 points de moins que le Front National. Absolument. Et deuxième point pour ne pas minimiser non plus ce score, c'est que tout le monde était quand même à bras raccourcis contre le Front National dans les 15 derniers jours. Donc on peut dire effectivement, d'accord, ça met le projecteur sur eux, mais entre tout ce qui a été sorti par la presse sur les dérapages des candidats locaux, plus de 100 quand même sur 2000 candidats, ça fait quand même beaucoup, plus toute une campagne de mobilisation de la gauche contre le Front National, donc peut-être qui a fait monter le taux de participation, on reste quand même à des scores beaucoup plus qu'honorables pour le Front National. Valérie Gounet. Moi, je crois qu'en plus, il faudrait situer vraiment ce résultat du Front National dans l'histoire du Front National. C'est-à-dire que depuis 2011, depuis le Congrès de Tours, le Front National a des résultats en perpétuelle ascension. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que moi, je viens d'écouter Nicolas Sarkozy il y a quelques minutes. Il a beau se déclarer contre tout accord avec le Front National, etc. Les 3 items qu'il a sortis, on va dire, de son programme. Moi, j'étais à Nîmes le 19 mars dernier et j'ai écouté Julien Sanchège pour la dernière réunion du Front National. C'est exactement... Le maire de Beaucaire. Oui, pardon, le maire de Beaucaire. Ce sont évidemment les mêmes... C'est la même thématique. Alors, il a beau dire qu'il n'y a aucun accord, il a beau dire tout ça, mais la sémantique est... Alors, ça, vous le direz mieux que moi, mais la sémantique est la même. Je ne vous répète même pas le FNPS. Il est évident que c'est un clin d'œil. Il est évident que... il cible vraiment l'électorat du Front National. Et ça, il faut bien le dire. Donc il y a ça. Et c'est vrai que quand on parle du premier parti de France, qu'on va à tous les meetings du Front National et qu'il y a cette grande affiche qui est derrière nous, c'est pas le problème. Le premier parti de France, c'est en 2017 pour Marine Le Pen avant tout. Ces résultats, ils sont très importants, évidemment, pour l'ascension du Front National et pour ce qui va se passer en 2017. Le but de Marine Le Pen, c'est 2017. Et c'est évidemment le maillage qu'elle est en train de constituer avec toutes ces élections et avec les municipales de 2014. Mathieu. Vous avez regardé justement, vous-même, vous avez battu la campagne, on peut dire, un petit peu regarder un petit peu ce qui se passait, je crois, dans le Gard et aussi dans le Cantal, un département où le Front National n'était pas très présent. Est-ce que vous pouvez nous raconter, dans le Gard où il est plus implanté depuis plus longtemps, justement dans ces 2 départements, mais peut-être justement sur cette expérience du Cantal où le Front National n'est pas très présent, pas très implanté, qui ils ont choisi, qui ils ont sélectionné, d'où venaient ces candidats nouveaux du Front National? Alors 2 départements historiquement à gauche, hein. Le Gard est à gauche depuis 100 ans, voilà. Je crois. Donc si ça avait été une prise pour la droite ou pour le Front National, ça aurait été un coup de tonnerre, au moins à l'échelle locale. Et quant au Cantal, c'était presque un laboratoire de la gauche, justement parce que le Front National, il reste faible. Donc vous imaginez bien que c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces 2 départements. Alors, ce qui est intéressant dans le Cantal, c'est que l'extrême droite, le Front National, est totalement inexistante. Qui est-ce qu'ils ont choisi? Alors, officiellement, ils ont choisi quelqu'un qui s'appelle Gilles Lacroix, qui a un peu ramonté quelques troupes au sein de ce département, qui était quelqu'un qui était rentré au Front National en 2011. Ça, ce sont les informations officielles. Et c'est vrai que cet homme, j'ai voulu le contacter, il a été très, très aimable, mais après, il ne m'a jamais rappelé. Et en fouillant, c'est un ancien maigretiste. C'est en fait quelqu'un qui était au sein du Front National et qui a, lors de la scission en 1998, qui est parti du Front National et qui a rejoint les rangs de Bruno Maigret. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on voit qu'évidemment, et ça on le sait bien, que ce nouveau Front National n'est évidemment pas nouveau, mais qu'en plus, qu'évidemment, qu'ils viennent chercher
d'anciens militants. Et c'est lui qui structure du coup un réseau local? Alors structurer dans le Cantal, c'est un grand mot. D'accord. Il essaye de donner une sorte d'identité Front National au Cantal, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé quelques cantons où les résultats de la droite étaient assez forts. Alors, ce qui est intéressant, c'est ça, en fait. Ils sont en train de rameuter quelques personnes qui sont souvent inexistants et qui n'ont aucune expérience politique. On en a parlé du Cantal, puisqu'il y a la doyenne qui va avoir 100 ans dans quelques jours, qui est suppléante dans le canton. Donc ça, c'est assez intéressant aussi de voir. On sait que le Front National a beaucoup rameuté auprès des jeunes et aussi auprès des personnes âgées. Donc ce qui est intéressant dans le Cantal, on va voir les résultats, mais c'est vrai qu'il semblerait que le Front National peut faire quelques scores au sein de ces cantons. Donc ça, c'est le Cantal. Après le Gard, donc, c'est évidemment, il y a la municipalité Front National de Beaucaire. Il y a plusieurs faits, je trouve, qui sont intéressants dans ce parti. La première chose, c'est que c'est vrai qu'ils ont fait campagne. On a beau dire que le Front National ne faisait pas beaucoup campagne, non, là, on les a vus. Parfois, ouais. Et en tout cas, moi, je les ai vus et d'autres les ont vus. Il n'y a pas que moi qui regarde le Gard, évidemment. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller au sein d'une ville qui est Front National pendant les meetings et au sein d'autres villes qui ne sont pas Front National. L'important, c'est une sorte d'idolâtrie qui se développe évidemment à Beaucaire, lorsque Julien Sanchez parle. Et c'est vrai qu'il y a une répartition des tâches entre les candidats du canton, le candidat du département, en l'occurrence Yohann Gillet, et Sanchez. Et je crois que ce qui m'a le plus étonnée, c'est justement cette dernière réunion. Le matin du 19 mars, il y avait cette plaque, vous savez, par rapport à la guerre d'Algérie, c'était quelque chose de très fort. Donc il va aussi débaptiser la rue, comme Robert Ménard l'a fait il y a quelques jours. Et c'est vrai que cette réunion, il y avait énormément de personnes. Il y avait une ferveur, comme moi en tout cas, j'ai rarement vu au sein d'un meeting. Et franchement, on avait l'impression que la ville, les 200 personnes dans une petite salle quand même, évidemment, étaient acquises totalement. Sachant que dans le Gard, il n'y a pas eu de ville, petite ou moyenne, qui n'a pas une rue du 19 mars 1962. Il y en a absolument partout. Donc si ça devient une épidémie pour les débaptiser... Alors il y en a partout, et ce qui était, moi, ce que j'ai trouvé assez... Ce qui m'a détendu, c'est que je suis allée dans cette rue du 19 mars, quelques heures après cette déclaration de la débaptisation. Et c'est vrai que ces résidents, non seulement n'étaient pas du tout, évidemment, au courant, et les réactions étaient assez risibles et étonnantes, quoi. Je veux dire, ils ne comprennent même pas. Leur obsession, c'est que ça va coûter de l'argent et que c'est vrai que Julien Sanchez, quelques heures avant, disait, vous vous rendez compte, les nouvelles élections vont coûter beaucoup d'argent. Alors, ça, c'est assez... bon, ça détend, en fait. Cécile, à lui, peut-être ce qu'on voit ce soir, justement, cette implantation du Front National, déjà dans les urnes, le fait qu'ils vont s'installer, qu'ils s'installent comme ça, il y a déjà une installation dans les mairies et maintenant, on va voir dans les conseils généraux dans les prochains jours. C'est un peu, finalement, la validation de la stratégie, on va dire, que vous décrivez bien dans votre livre de Marine Le Pen, de présenter un Front National New Look, débarrassé peut-être des scories les plus extrémistes de son père. Et pourtant, ce que vous dites dans votre livre, c'est que c'est en fait un discours d'apparence différent, mais que c'est derrière la même idéologie. Alors, comme on parlait du Gard, je dirais que, puisqu'on est dans des élections locales, le grand talent de Marine Le Pen et de son état-major, c'est de diversifier les discours en fonction de la géographie. Et donc, ce discours New Look, libéral sur les questions sociales, étatiste, de gauche, entre guillemets, etc., elle le réserve pour les bassins miniers du Nord, les zones désindustrialisées. Mais dans le Sud, c'est le même discours qu'il y a 30 ans. Et donc, on fait plutôt du Jean-Marie Le Pen que du Marine Le Pen dans le Sud. Et Marion Maréchal Le Pen est là pour, justement, véhiculer cette parole Front National beaucoup plus historique, avec des valeurs. Elle se met très franchement du côté de la droite, voire de l'extrême droite, sans complexe. Et donc, c'est tout à fait la validation de la stratégie du double discours de Marine Le Pen et de l'adaptation à un électorat qu'elle veut beaucoup plus varié, beaucoup plus divers. Et son idée d'être un parti national, ce qui est en fait une nouveauté, a pour conséquence logique de s'adresser à des publics très différents sociologiquement, géographiquement, et donc de porter des visages différents sur le devant de la scène. Un Philippot ne va pas toucher les mêmes personnes qu'une Marion Maréchal Le Pen ou qu'un Louis Alliot à Perpignan. Donc de ce point de vue-là, c'est effectivement une validation. Et je voudrais revenir effectivement sur ce que Valérie Higounet vient de dire sur la droitisation du discours de Nicolas Sarkozy à la fin de cette campagne. Effectivement, on pourrait dire le Front National, ok, 24,5%, 27%, mais le discours Front National dépasse le parti.
et qu'effectivement, sur le coup des menus de substitution dans les cantines, Nicolas Sarkozy a dépassé Marine Le Pen sur sa droite. C'est-à-dire que moi, j'ai re-regardé ses discours de Marine Le Pen, elle s'est toujours opposée à enlever le menu de substitution, le deuxième menu. Et quand elle a évoqué l'interdiction de la viande halal dans les cantines publiques, que ça a été un tollé, elle a dit non, mais je suis absolument pour qu'il y ait 2 repas. Et donc là, on est quand même dans ce paradoxe où Nicolas Sarkozy est plus à droite et plus extrême sur ce point précis que Marine Le Pen. Donc, Nicolas Sarkozy et d'autres, parce que dans votre bouquin, vous dites des choses assez Bien intéressantes. Vous dites en fait, les expressions du Front National, elles sont banalisées depuis bien longtemps, depuis 86. Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. François Mitterrand, le seuil de tolérance. Les bonnes questions et les mauvaises réponses de Laurent Fabius, le bruit et l'odeur de Jacques Chirac, et puis le discours de Grenoble en 2010. Vous dites, les discours inaudibles dans l'espace public des années 70-80 sont devenus quasiment mainstream aujourd'hui. Donc Marine Le Pen le dit juste mieux que les autres, c'est ça ? C'est-à-dire qu'elle a la légitimité de ne pas avoir été au pouvoir d'une certaine façon, enfin, paradoxalement, c'est-à-dire que tous les autres peuvent reprendre le vocabulaire, mais si ce vocabulaire ne correspond ni au programme effectif, ni aux actes une fois qu'ils sont au gouvernement, les électeurs se disent... on ne peut pas nous tromper aussi facilement tout de même. L'autre chose, c'est que... justement, de courir après les mots du Front National plutôt que de repenser pourquoi ça marche. Pourquoi ça marche, c'est pas parce qu'ils ont des slogans forts, c'est parce que ces mots s'intègrent dans une logique globale qui fait sens et qui propose une vision du monde qui fait sens et qui fait écho aussi au ressenti des Français. C'est quoi, c'est le mondialisme qui explique tous nos problèmes? Ouais, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est pas nous, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a des oppositions structurantes qui sont les nations par opposition à un assortiment d'agressions extérieures, qu'elles soient économiques, culturelles, démographiques, etc. Et les autres partis peuvent bien reprendre le vocabulaire en pensant que ce sont les thématiques qui marchent, mais moi je pense que fondamentalement ce qui aussi est très séduisant et attractif, c'est non seulement la virginité politique de Marine Le Pen et de son parti qui n'ont pas encore essayé leur propre solution, mais aussi le fait que leur discours est totalement cohérent et structuré et il n'y a pas de double langage de ce point de vue-là. C'est-à-dire que François Hollande qui fustige la finance et puis après qui adopte un programme de social-démocratie, ça c'est je ne sais pas combien d'électeurs qui n'iront plus voter. On parle de droitisation du discours, mais allez dans les terres du Nord et on parle de gauchisation du discours. Moi, ce que je veux comparer, un discours de Georges Marchais et un discours de Marine Le Pen aujourd'hui, c'est vraiment du copier-coller. Oui. Donc, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'évidemment, il y a ce fait. Mais depuis quelque temps, le Front National se déclare aussi le premier parti de gauche de France. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui existe actuellement. Il faut aller écouter leurs discours. Mais en même temps, quand on parle de contradiction, je pensais à Béziers et à Robert Ménard. Par exemple, Robert Ménard, lui, n'est pas membre du Front National. Non. Il était membre du Rassemblement Bleu Marine. C'était presque une ouverture à leur façon vers la société civile. Quand il remet au goût du jour cette espèce de folklore nauséabond de l'OAS, de l'Algérie française, de la torture, avec justement en débaptisant cette rue des accords d'Évian et de la fin de la guerre d'Algérie en rue Élie de Noix de Saint-Marc. On ne va pas refaire l'affaire, on en a suffisamment parlé sur Mediapart et sur ses blogs, mais est-ce que ça embarrasse d'une certaine façon la direction du Front National? Parce que ça ressemble terriblement à Jean-Marie Le Pen et à des gens comme Roger Olindre, les vieux du Front National, ceux des années 80, qui étaient vraiment des anciens paras de l'Algérie française, etc. Ou est-ce que ce double jeu est intéressant électoralement? Bien sûr, j'ai une idée. Je pense qu'on peut en fait parler d'une gauchisation et d'une droitisation. Et alors c'est ça qui est redoutable, je pense, dans le Front National de Jobbik, parce qu'on dit voilà, 25% Front National de Jobbik, mais quel Front National? Le sens du vote Front National, il peut être complètement différent si on est à Hénin-Beaumont, si on est dans le Nord-Pas-de-Calais ou si on est à Beaucaire, etc. C'est le FN du Nord et le FN du Sud. Au moins, je pense qu'il y a encore d'autres Fronts nationaux, si c'est possible de faire cette expression. Et donc, Robert Ménard, d'une certaine façon, Marine Le Pen a de la chance qu'il ne soit pas au Front National. Et elle peut donc elle-même s'en distancier, mais elle a tout à fait compris qu'elle avait avantage à ce qu'il y ait des visages et donc aussi des idéologies différentes qui la représentent, ou qui représentent son parti, de telle sorte qu'elle peut être la figure nationale de rassemblement, donc plutôt consensuel en fait, tout en ayant localement, selon les régions, d'autres figures qui vont se faire
la caisse de résonance de ce qui est audible sur le terrain. Et Robert Ménard semble très populaire dans sa ville. Alors, sur la guerre d'Algérie, il y a plusieurs choses à dire. Déjà, quand vous parlez du RBM, Collard, il est député RBM. Hein, donc, il faut bien remettre les choses à leur place. Hein. C'est aussi une substitution langagière. Après, sur le 19 mars 62, il faut savoir... Rassemblement Bleu Marine. Oui, excusez-moi. Oui, non, mais je vous en prie. Après, sur le 19 mars, c'est une date importante. Il faut savoir que la guerre d'Algérie, comme la Seconde Guerre mondiale, a été un marqueur identitaire pour la constitution du Front National. Mais aujourd'hui, on est évidemment une nouvelle génération. Les Jean-Marie Le Pen et Roger Germain, il n'y en a pratiquement plus et c'est bien normal. Donc ça, c'est la première chose. Après, il faut bien voir que Robert Ménard n'est pas le seul puisque Sanchez vient de le faire. Et il faut bien voir aussi que la difficulté, c'est justement c'est cet électorat de pieds noirs et harkis. Il faut bien aussi, c'est quand même une forte communauté qui vote Front National, il faut bien se les ménager. Donc le Front National est toujours aussi dans un double jeu avec ces différents électorats. Donc d'un côté, il y en a qui vont débaptiser la rue du 19 mars 62. D'un autre côté, il y a Philippot qui va déclarer sa fidélité à De Gaulle. Évidemment que ce sont discours antinomiques, mais c'est ça le Front National aussi. Hein. On peut trouver plein... C'est le grand écart permanent, par exemple. Évidemment, c'est ce qu'on appelle aussi la politique. Il faut contenter les électorats et ils le font. J'allais dire très bien. Ils essayent, en tout cas, d'y parvenir efficacement, tout à fait. Est-ce qu'on peut dire, quand on a entendu Nicolas Sarkozy tout à l'heure, qui donc lui, évidemment, de son point de vue, vient de gagner ce premier tour des départementales, on le sentait quand même presque un peu nerveux à l'idée du second tour et ensuite surtout à l'idée des élections du jeudi 2 avril où il va falloir, là les conseillers départementaux vont élire les présidents de département et on sentait qu'il martelait on ne tolérera rien, etc. Vous serez exclus si vous soutenez le Front National, si vous passez des alliances même cachées, même camouflées. Comment il faut le lire ça, Hélène Salvi? Il faut le lire parce qu'il allume Mediapart, à mon avis, et où on a fait un papier sur... On n'en doute pas. Je pense. Non, en fait, la question du troisième tour, c'est une vraie question à l'UMP. C'est la seule qui les intéresse d'ailleurs, parce qu'ils étaient restés sur la position qu'ils ont adoptée pendant la partielle du Doubs, pour l'entre-deux tours, c'est-à-dire le... précédent, hein, quand même, régional 98, voilà. C'est tout à fait. Traumatisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la question du nini du second tour étant réglée depuis un mois, après le drama qu'ils ont connu, du coup, leur sujet, c'était celui du troisième tour. Et effectivement, au régional de 98, ils s'étaient retrouvés dans une stratégie qui est un petit peu celle que Marine Le Pen voulait adopter d'ailleurs cette année aussi, qui était la stratégie de Maigret à l'époque, qui voulait mettre le bazar au sein de la majorité RPR-UDF et qui a réussi parce que pour ce qu'on appelle communément donc le troisième tour, 5 présidents de région UDF s'étaient fait élire grâce aux voix du Front National. Ce qui avait mis... Enfin, il faut se replonger dans les papiers de l'époque, mais c'était la guerre de la droite pendant une semaine. Tout le monde se déchirait, tout le monde y allait avec des arguments d'ailleurs... comme par exemple des gens qui sont encore là aujourd'hui, Christian Estrosi qui disait bah, oui pourquoi pas, on va pas les diaboliser, enfin mais des trucs déments. Bon, très bien. Et finalement ça s'est réglé, ils les ont exclus et on en est resté là. Sauf que à droite, ils gardent ça en tête en se disant mais localement, comme ils ont un problème de base, parce qu'en vrai, rue de Vaugirard, la direction est beaucoup moins à droite que sa base, c'est-à-dire ces militants, mais surtout ces petits élus qui, eux, ne seraient pas franchement contre une alliance avec le Front National. Et du coup, ils scrutent ça de plus près, parce que si Nicolas Sarkozy, en l'occurrence patron de l'opposition, permettait même discrètement une petite alliance de fait, parce qu'on accepterait les voix du Front National, derrière, on a François Fillon, Alain Juppé qui ferait exploser le truc. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très, très sourcilleux sur cette question. Fabien Escalona. Oui, non, mais pour revenir sur cette idée de troisième tour, et je pense que je reviens du coup un peu sur la gauche, un des faits importants de cette élection, ça va être que quels que soient les scores, on va avoir dans des portions entières du territoire, alors on ne sait pas encore si c'est 500 cantons, si c'est 1000 cantons, mais on va avoir une gauche qui va être spectatrice de duel entre l'UMP et le FN, entre la droite et le FN. Donc on va avoir dans certaines portions du territoire un oligopole droitier face à une gauche éliminée du premier tour. Et donc ça, c'est quand même un fait important et qui expliquera du coup qu'au troisième tour, effectivement,
l'UMP parfois sera tentée de compter sur les voix du Front National pour emporter ou pas un département. Et il y aura sans doute des pressions de la base. Et une des remarques aussi qu'on peut faire par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est que le succès du Front National ne peut pas être compris, et le succès de sa vision du monde ne peut pas être compris si on ne prend pas en compte non plus l'absence de vision du monde de la droite. C'est-à-dire qu'à droite, il faut se rendre compte à quel point toutes les cultures de droite qui pouvaient encadrer des gens, qui pouvaient donner une direction, un sens politique aux citoyens ordinaires, ces cultures-là se sont dissoutes. Le gaullisme, la démocratie chrétienne, tout ça s'est envolé. Et un des signes, vous l'avez rappelé, c'est Nicolas Sarkozy qui nous fait le coup des repas de substitution voilà, pour les gamins qui ne peuvent pas manger de porc. Et simplement le fait de dire que le débat public en France puisse s'organiser autour de ça, ça fait signe quand même de à quel point les paniques morales, comme disent certains, ont gagné le débat public et le rendre fort médiocre, à mon avis. Mais la gauche aussi a un travail d'introspection à faire sur elle. C'est-à-dire que cette vision du monde-là, non plus, elle ne propose rien. C'est-à-dire que le FN prospère nécessairement parce que l'offre est mauvaise, non seulement à droite, mais aussi à gauche. Il y a des tas de gens désemparés qui voient une offre de gauche très peu satisfaisante. C'est-à-dire, vous l'avez dit, il y a eu certaines contradictions. Alors ça, c'est l'exercice du pouvoir qui le veut. Mais François Hollande est arrivé avec des prévisions de croissance totalement irréalistes. Il est arrivé avec une affirmation selon laquelle il allait réorienter le cours de l'intégration européenne. Visiblement, il n'en a jamais eu l'intention. Et ensuite, on a une succession de capitulations face à des grands intérêts, une succession ensuite de provocation idéologique par rapport même à son noyau électoral, qui fait que les résultats de ce soir sont bien compréhensibles. Mais est-ce que le résultat de ce soir, il ne va pas accentuer cette idée? Par exemple, on l'a vu, il y a depuis 15 jours, chez Manuel Valls notamment, ou des gens qui sont proches de lui, qui disent le combat fondamental, finalement avec une certaine justesse par rapport au résultat de ce soir, c'est par rapport au Front National, parce que ça devient l'enjeu central, et donc nous devons lutter contre le Front National. C'est ça l'enjeu de notre... Et ce n'est pas prioritairement des questions, par exemple... on pourrait dire classique à gauche, plutôt économique et social. C'est ça le discours qui est en train de se développer. Ça risque pas d'être ça maintenant, le discours en tout cas du pouvoir dans les prochaines semaines. C'est déjà en route. C'est-à-dire que de la part, il y a une part de sincérité qu'on peut sans doute pas enlever dans la lutte contre le Front National de la part des socialistes. On sait que c'est quelque chose de très mobilisateur, c'est pour ça qu'ils le font. En même temps, de la part de Cambadélis, la stratégie est claire et ça se voit dès après l'élection de François Hollande. Il martèle attention à la menace Front National, attention à ce qu'il appelle le tripartisme, qui n'est pas vraiment un tripartisme, mais bon, peu importe pour l'instant. Mais il martèle ce danger-là. Pourquoi? Pour appeler évidemment les autres partis de gauche à soutenir le PS et à se mettre derrière lui. Donc là, la stratégie est claire, c'est quelle que soit la politique qu'on fait, attention, il y a le grand méchant loup Front National, donc il faut nous rejoindre. Ce qui peut être validé par le résultat de ce soir, si le PS est éliminé. Oui. Alors, si le PS et la gauche est éliminé en plus, pour ça, il pourra prendre les résultats pour étayer son appel. Et puis, chez Manuel Valls, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. C'est-à-dire que lui, il ne faut pas oublier qu'il a un cap stratégique qui, à mon avis, n'est pas à minorer. C'est-à-dire que lui, il veut changer le noyau idéologique du Parti socialiste, et il veut changer son système d'alliance. Et donc, il faut vraiment observer ce qui se passe autour de son expression à lui et de celle de ses proches. C'est-à-dire que quelques mois avant les élections, ces élections-là, départementales, on a un très proche de lui qui fait une note Fondation Jean Jaurès pour dire il va falloir une proportionnelle intégrale. Proportionnelle intégrale, c'est quelque chose qui permet de faire des alliances PS, centre, voire centre-droit. Donc, ce qu'on appelle les grandes coalitions. Ensuite, Manuel Valls dit la menace, c'est le Front National. La même semaine où il dit ça, il ne s'en porte pas dans les médias. La même semaine, il y a une note, toujours à la Fondation Jean Jaurès, signée Jean-Marie Le Guen, encore secrétaire d'État des relations avec le Parlement, voilà, qui tient l'Assemblée pour Manuel Valls. Qui tient l'Assemblée pour Manuel Valls, qui est très proche de lui, et qui fait une note où il explique la question politique centrale du moment, LA majuscule, c'est le Front National. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le socialisme doit se subordonner à la défense de la République, et la défense de la République exige de trouver des passerelles, certaines passerelles entre la droite et la gauche et des accords transpartisans pour, dit-il, enjamber les alternances. Donc on voit bien qu'il y a un cap stratégique de la part de Valls et de l'aile la plus à droite du PS qui me semble qualitativement un peu différente de celle qu'on a chez Cambadélis, qui est en fait une
une reformulation du vote utile qui découle du trauma de 2002. Dans cette même émission d'Europe 1, il va jusqu'à dire que Sarkozy, là, celui qui dit qu'il faut enlever les menus de substitution dans des effets d'estrade, lui est républicain et qu'en gros, en cas de besoin et face au Front National, avec lui, on peut s'entendre. Hein. Il dit ça à Europe 1. Oui, alors après, je pense que l'idée, pour certains, d'ailleurs, c'est plus de se rapprocher d'une droite, pour le coup, à Alain Juppé. Je ne sais pas ce qui était dit dans l'émission, mais on retrouve certaines expressions qui circulent des deux côtés. C'est l'idée, on va couper l'omelette par les deux bouts. C'est-à-dire, on se débarrasse des excités identitaires, on se débarrasse des excités socialisants, et au fond, entre gens raisonnables, on va pouvoir gouverner la France et faire les réformes structurelles comme le demande Bruxelles. Cécile Alger. Alors, analyse absolument passionnante que j'aimerais juste seconder en soulignant simplement à quel point, justement, sur ce débat de comment contrer le Front National, la stratégie du Parti socialiste en ce moment est purement électoraliste. Donc le but, c'est de prévenir l'accroissement du vote frontiste dans les urnes et ne semble pas se poser la question des idées, de l'idéologie et de comment changer la manière qu'ont les gens d'appréhender leur réel et la situation politique. Et donc, si on est dans une stratégie simplement de changement d'alliance, ça peut avoir son efficacité pour les votes, mais en quoi ça contre ce que semble être la menace nationale? C'est pas juste des votes, c'est pas juste des sièges, c'est qu'il y a derrière une vision du monde qui semble être celle que la gauche veut contrer. Donc il y a une sorte de... Même Marine Le Pen est peut-être aujourd'hui le seul, enfin vous, votre co-auteur, je crois, la seule personnalité politique, ça va loin, hein, à offrir aux électeurs un roman national et un imaginaire qui donne du sens à l'engagement politique et crée de l'identité sociale symbolique. Ouais, c'est moi qui l'ai écrit, oui. Et effectivement, je pense que, enfin, je re-signe, si vous voulez, persiste et signe, c'est-à-dire que faire des changements d'alliance qui ne soient pas appuyés par une nouvelle donne politique, c'est-à-dire une nouvelle offre d'un logiciel pour penser les choses, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Le problème des divisions internes, tant de l'UMP que de la gauche, sur les questions de vision du monde et de vision de la société, je ne pense pas que ça peut contrer le Front National, puisque son succès est en grande partie, il me semble, fondé sur le fait qu'il offre cette vision du monde. Et donc, c'est quoi qu'on veut changer? Juste le nombre de voix dans les urnes, ou plus largement l'infiltration, l'insinuation des idées frontistes historiques d'ailleurs, hein, pas seulement celle de Marine Le Pen gauchisante, mais historique sur la discrimination, etc. Et d'ailleurs, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, donc gauchisation dans certaines régions du discours frontiste et droitisation du reste du corps électoral ailleurs. S'il y a gauchisation du discours frontiste dans certains lieux, peut-être qu'il faudrait que la gauche s'en aperçoive et se dire que ces idées, entre guillemets, de gauche, ont encore une validité ou une attractivité. Donc, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Fabien Scalona. Alors, j'aurais deux petits compléments, justement, du coup, on se répond un peu. C'est que sur l'aspect gauchisant, moi, j'emploierais pas le même terme, c'est-à-dire qu'on a un discours qui est social ou de protection. Parce que, effectivement, le discours, là-dessus on est d'accord, mais le discours du Front National est anti-universaliste, c'est pas de gauche de faire la priorité nationale des aides sociales, et il refuse à tout prix la lutte des classes. Bon, vous allez me dire, le PS aussi, mais enfin, disons, je suis complètement d'accord. Dans le corpus de la gauche, ça restait important, et chez le Front National, c'est absent. Donc c'est peut-être plus grave encore. C'est plus grave encore, c'est que les idées sont attractives. En partie, ce sont des idées un peu dégradées, finalement. Tout à fait. C'est comme la laïcité. C'est une version frontiste de ces idées. Et la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que effectivement, tout le monde au Parti socialiste n'est pas derrière la stratégie de recomposition des alliances. Mais ça dit quelque chose d'important, et ça que je voulais peut-être ajouter, c'est que je disais en démarrant le plateau que ces résultats s'inscrivaient dans la logique électorale qui se déployait depuis 2012. Mais en fait, ça s'inscrit aussi dans des grands changements, des grandes recompositions du système partisan qui sont à l'œuvre depuis 2007. Et c'est pour ça que le vocabulaire de tripartisme, s'il n'est pas tout à fait exact, si vous voulez, indique
qu'une prise de conscience de Cambadélis, et de ce point de vue-là, il a raison, que finalement on change un peu de monde. C'est-à-dire qu'avant 2007, vous aviez déjà ce que les politologues appelaient la tripartition. C'est-à-dire, grosso modo, vous aviez un pôle de gauche, un pôle de droite, un pôle d'extrême droite. Et il y avait une sorte d'étanchéité idéologique, relationnelle entre ces trois pôles. Sauf que le pôle de l'extrême droite était très isolé. C'est ce qu'on appelait une force impuissante à 15% et pas plus. Là, vraiment, on rentre, vous l'avez dit, dans quelque chose de vraiment inédit, avec un Front National à 20, 25, c'est plus du tout le même jeu. Et donc, tous les acteurs essayent de s'ajuster à ça. Et ce que Manuel Valls et certains autour de lui pressentent au PS, c'est qu'au fond, vu l'état d'épuisement idéologique et gestionnaire du Parti socialiste, au fond, même les protections de la Ve République risquent de ne pas être suffisantes. C'est-à-dire que la Ve République était un régime rêvé pour le PS et l'UMP qui dominaient chacun leur camp. Or, avec un FN aussi haut, et avec une gauche aussi faible, encore une fois, là, je veux dire, le total gauche est vraiment historiquement faible, et c'est vrai aussi pour PS et divers gauches, on est vraiment dans les basses eaux, ils auront peut-être besoin finalement d'autres choses pour rester au pouvoir, y compris de changer, pourquoi pas, les modes de scrutin. Donc en fait, chacun essaye de s'ajuster à cette nouvelle configuration qui est en train de se dessiner. Valérie René. En fait, il y a vraiment plein de choses à dire. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit, mais je vais aller un peu aussi, je vais parler de ce que vous disiez aussi. C'est pour ça que le Front National veut une 6e République. C'est aussi cette rupture qu'il entend dire. Et justement, quand on parle de gauchisation, c'est vrai que c'est un terme qui c'est pas le bon terme. Hein. Ce qu'on voulait dire aussi par là, c'est qu'on s'aperçoit que depuis les années 95, il y a un vote ouvrier qui existe. Mais si on est beaucoup plus, si on peaufine, et ça en particulier Nona Meyer l'a fait, ces ouvriers qui votent Front National sont plus des ouvriers de droite. Vous voyez, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire et il y a plein de détails à rajouter. Moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était surtout ce que vous aviez pointé. Il faut parler de Bruno Maigret, quoi. C'est vraiment indispensable parce qu'on ne parle que de Marine Le Pen. Et elle a beau renier cet héritage, il est omniprésent. Il faut bien voir, c'est pour ça j'entends toujours dire Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu le pouvoir. Et bien moi je peux vous dire que Bruno Maigret et les autres, ils le voulaient le pouvoir. Hein. Donc Jean-Marie Le Pen, c'était le président d'honneur, mais ceux qui travaillaient derrière lui, tous ces militants, toutes ces personnes élues, le staff de Jean-Marie Le Pen, et je pense évidemment à la période maigretiste, ils se sont battus pour avoir le pouvoir et ils voulaient faire exploser la droite. C'est ce que veut faire Marine Le Pen aujourd'hui. Et tout ça, évidemment, qu'il y a une redite, c'est transparent. Et je trouve qu'il ne faut pas oublier de parler des années 95-98. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qu'a essayé de faire Bruno Maigret, même si Marine Le Pen va se boucher les oreilles si elle l'entend, c'est ça. C'est exactement... Et ils étaient en train d'y parvenir quand même. Hein. Mais d'ailleurs, ils employaient, quand on prend les propos que tenait Maigret à l'époque et les propos que tiennent les proches de Marine Le Pen, c'est exactement la même chose. On est dans la même stratégie. C'est exactement la même chose. C'est aussi pour ça qu'ils vont chercher des anciens maigretistes, c'est pour ça qu'ils prennent le même vocabulaire, c'est pour ça qu'ils prennent la même stratégie. Mais comme Bruno Maigret, c'est le diable, c'est plus Jean-Marie Le Pen, c'est Bruno Maigret, évidemment que tout ça, c'est sous couvert, mais allez discuter avec Bruno Maigret, allez discuter avec toutes les personnes, allez discuter même avec Karl Lang, qui n'était pas à la rupture maigretiste, mais qui est parti dans les années... Tout ça, nous, on est observateurs et on voit bien que c'est la stratégie maigretiste. Et il ne faut pas l'oublier. Faire exploser la droite, maillage territorial, ancrage territorial et les élections présidentielles comme objectif ultime. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. Vous parlez de Nona Meyer, elle est là-bas. Elle va venir s'installer avec nous, avec Marine Turki, pour ce second plateau. Mais on n'a pas parlé de cette espèce de rebond de la participation par rapport au sondage qui disait quand même que la participation allait être nettement en dessous de la barre des 50%. Et là, on l'a bien vu dès midi, et ça s'est confirmé à 20h. Finalement, la participation a été plus haute que prévu. Alors, Hubert Bertas me disait, voilà, qu'est-ce qui se passe? Soit les électeurs socialistes de gauche sont mobilisés et les dégâts vont être limités. Et quand on voyait une très forte participation dans le Pas-de-Calais, par exemple, on avait tendance à se dire au contraire, ah ben non, c'est plutôt les électeurs qui ont envie de voter Front National qui sont sortis de chez eux. Et donc les choses vont mal. Comme on n'a pas encore les chiffres de ces départements clés, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Mais comment expliquer quand même ce rebond de participation
vis-à-vis des sondages. Et donc, pour vous la faire courte, et ça va vous déplaire souverainement, est-ce que la dramatisation pleine de pathos de Manuel Valls, du Premier ministre, a quelque part fonctionné? Hélène Salvi. Alors, merci. Je ne sais pas si la dramatisation de Manuel Valls a fonctionné, mais ce qui est sûr, et pourtant à Mediapart, on n'est pas très coutumier, et c'est le moins qu'on puisse dire, du sondage. Mais malgré tout, quand on est partis un peu tous en reportage, on s'est rendu compte de quelque chose qui était assez... flagrant, c'est que tout le monde s'en contrefoutait de ces élections. Mais vraiment. Plateau, voilà. Vous allez en parler après. Mais du coup, comment répondre à l'abstention? Moi-même, je ne comprends pas ce soir. Donc, Fabien Scalona. Oui, ça reste quand même une participation à un niveau faible, hein, il faut quand même le dire. Encore une fois, c'est comme les scores de certains partis, donc c'est moins pire qu'en 2011, mais enfin, on n'est quand même pas dans des participations foudroyantes. Honnêtement, je crois que personne de nous peut dire pourquoi ça bouge un peu par rapport à 2011. Quelle est la vraie source? Est-ce que Manuel Valls a joué un rôle? Je ne sais pas. En tout cas, de sa part, c'était... Je ne sais pas, hein, si peut-être que ça a augmenté la participation. Cela dit, c'était quand même assez douteux comme stratégie, dans la mesure où s'il y avait une force politique qui avait intérêt à nationaliser le scrutin et qui avait intérêt à en faire un référendum anti-PS et anti-élite, c'était bien le Front National. Donc le mettre à ce point-là au centre du débat, je ne sais pas si c'était vraiment la bonne stratégie. Peut-être qu'on le saura dans les semaines à venir. Alors bien sûr, je pense que j'ai nullement la réponse à la question. J'ai deux éléments d'analyse que je pourrais offrir. D'une certaine façon, moi, j'aurais tendance à dire que dramatiser les choses, ça mobilise, hein, tout simplement, parce que aller voter pour simplement savoir qui est-ce qui va baisser ou relever d'1% vos taxes locales, bon, c'est pas hyper motivant. Est-ce que c'est lutter pour la défense de la République ou au contraire pour la défense de la France contre le mondialisme? Les enjeux sont au moins présentés de manière un peu plus palpitante. Après, franchement, c'est très difficile de savoir, hein. Et l'autre chose que je voulais dire quand même, c'est qu'on le verra un peu plus tard ce soir. Ce qui serait intéressant, c'est de voir si un moindre score du Front National par rapport à ce qui avait été prévu au premier tour n'aura pas paradoxalement pour effet plus de conseillers départementaux, parce que plus de triangulaires avec davantage de chances de ne pas se heurter à ce front républicain qui est certes plus ou moins en miettes, mais c'est une question à laquelle je n'ai non plus pas la réponse, mais ça pourrait être un retournement de situation intéressant la semaine prochaine. En tout cas, la dramatisation, ça n'a jamais fonctionné, hein. Ça, c'est un fait, hein, c'est une évidence. Donc, moi, je n'ai pas la réponse non plus, mais il y a déjà ça. Et en tout cas, ça fonctionne au sein du Front National. Ce qu'il faut voir aussi, c'est toujours de l'autre côté, c'est-à-dire que immédiatement après cette réflexion de Manuel Valls, les commentaires ont été bon train au sein du Front National. Ce qu'il veut faire aussi, ce parti, c'est s'imposer comme arbitre. Et de plus en plus, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on lui donne ces signes-là, que ce soit des signes tangibles par rapport aux voix, mais aussi des signes de leur adversaire entre guillemets politique, parce que Nicolas Sarkozy, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il a beau se déclarer comme adversaire politique, on n'en est pas si sûr, mais Manuel Valls, c'est évident qu'il donne aussi du grain à moudre au Front National, hein. Ils utilisent à chaque fois de tels propos, quoi. Et ils savent bien les utiliser, hein. C'est aussi la force, quoi. Ça vous le direz mieux que moi, Anne-Marine Le Pen, non ? Je ne sais pas, parce qu'il me semble que sur la dramatisation, justement, l'abstention aurait été un écueil encore plus important pour le PS si elle avait été supérieure. Donc, ça remobilise le Front National, mais ça remobilise peut-être aussi le PS. Donc, ce serait très difficile de... Non, mais bien sûr. Ça peut se neutraliser, c'est très difficile. Et puis, d'un simple point de vue, pour le coup, vraiment politicienne, le fait d'avoir fait campagne, j'ai presque envie de dire, comme disait ma grand-mère, de se mettre dans tous ces états, voilà, il s'est mis dans tous ces états, il l'a montré, surjoué, remontré, etc. On ne pourra pas lui reprocher de ne pas l'avoir fait. Est-ce que c'était pas tout simplement ça? C'est-à-dire qu'au moins, comme on dit, il a fait campagne. Voilà, c'était peut-être avec pas... ses tripes, entre guillemets. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était ce qu'on cherchait à nous faire croire. Oui. Ça fait 40 ans que ce parti existe. Tout ce qu'ils ont tenté de faire pour contrer ce parti, que ça soit émotionnel, etc., a priori, ça ne fonctionne pas, quoi. Deux mots, Fabien Escalona, puis Hélène. Deux mots, je pense qu'il y avait peut-être la conviction de remobiliser un peu le cœur de l'électorat qui pouvait être mobilisé par le fait d'aller voter pour contrer l'hydre frontiste. Et peut-être que l'exemple du Doubs lui a fait penser que oui, vraiment, il pouvait avoir un effet sur l'élection. Mais après, ce qui me rend
quand même un peu plus prudent, c'est ce que je vous racontais tout à l'heure sur le fait que c'est quand même très bien organisé avec ses lieutenants, le fait qu'il y ait des prises de position vraiment pour mettre le Front National au cœur du débat politique, en faire la question politique centrale, comme ils le disent, et ensuite en tirer des leçons politiques. Donc je pense que Manuel Valls donne l'impression de se mettre dans tous ces états. Je pense qu'il est beaucoup moins émotif et beaucoup plus calculateur que ça, en réalité. Oui, j'ai parlé de surjouer. Et pour le coup, c'est une qualité dans son camp que tous n'ont pas. Hélène? Non, mais justement, c'est cette histoire de... Alors, moi, c'est pas tous ces états, mais c'est la rate au courbouillon, c'est un peu ça. Le fait qu'ils se mettent dans cet état-là, en tout cas, est-ce que c'est une volonté de mobiliser son électorat? À droite, on ne dit pas du tout ça. On dit il se met dans cet état-là et il met le Front National au centre du jeu parce que la gauche sait pertinemment qu'elle ne peut gagner que grâce au Front National. Donc il faut qu'il soit très très haut et il faut effectivement qu'il soit l'arbitre de ce truc-là. Et à l'UMP, ces derniers temps, on ressortait tout le temps une vieille citation de Bérégovoy qui se sont un peu passés, ils étaient super contents, qui disait dans les années 80, de toute manière, la gauche a besoin, je ne le cite pas dans le texte, hein, mais la gauche a besoin de l'extrême droite pour monter, sinon on n'y arrivera pas. Et aujourd'hui, ils ont la sensation que Manuel Valls a fait exactement le même calcul et que c'est pour ça qu'il s'est un peu excité et c'est pour ça qu'il a mis ça au centre du débat. Merci beaucoup à tous les quatre. Il est presque 21h30. On va continuer de parler de ces questions du Front National, de l'abstention et puis de la gauche dans les catégories populaires avec Marine Turki de Mediapart et Nona Mayer dont on parlait. Mais Hubert Huertas, est-ce qu'on en sait un peu plus ? Non, on est je suis désolé, hein. J'aimerais bien arriver et vous dire, ben voilà, mais je crois qu'on ne le saura pas avant longtemps. Premièrement, parce qu'il va falloir que les résultats, maintenant on n'en est plus dans les fourchettes, soient affinés et que ces résultats, ils remontent d'une foule de cantons. Alors, sur les éléments majeurs, il n'y a tout de même pas d'hésitation. Pour ne pas reprendre ce que je vous disais tout à l'heure et le détail avec les incertitudes, le détail des scores de la droite, du Parti socialiste, etc., j'ai fait les additions et l'ensemble des listes de droite, donc UMP, UDI, divers droite, oscille de 36 à 39% ce soir. L'ensemble des listes de gauche, et je sais qu'il y a des gens qui vont me reprocher de dire que le Parti socialiste est à gauche et d'avoir additionné, mais pour la commodité de la chose, donc l'ensemble des listes qui ne sont pas de droite, si vous préférez, on atteint un score de 35 à 37% des voix. Le Parti socialiste, lui, oscille de 19,7 à 25, et le Front National seul obtient de 23 à 26 et sera vraisemblablement autour de 25. Alors il y a un grand commentaire qui est répété ce soir un petit peu partout, c'est que le Front National n'est pas la première formation politique de France. C'est même Manuel Valls qui l'a dit. Ça dépend de la manière dont on voit les choses, hein, parce que l'ensemble des listes de droite, il y a plus que 3 partis. Il y a l'UDI, il y a l'UMP, et puis il y a des divers droites, 7% de divers droites. L'ensemble de ce que j'appelais les listes de gauche, eh bien, vous avez le Parti socialiste, vous avez des radicaux de gauche, vous avez des divers gauches, vous avez Europe Écologie, vous avez le Front de gauche, et alors que le Front National, c'est seulement lui, et en termes de parti politique, c'est bel et bien le Front National qui, ce soir, sur son seul nom, réalise le plus gros score. Alors, les commentaires, à l'heure qu'il est au Parti socialiste, sans trop de surprise, on en appelle au rassemblement de l'ensemble de la gauche pour le second tour. Et Dieu sait que ce rassemblement sera absolument nécessaire parce que ce soir, il semblerait que le Parti socialiste ne soit pas loin de la perte du millier de cantons qu'on lui promet. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir. Ce n'est pas une information, c'est une analyse, on va dire, à vue de nez, mais il semblerait quand même que les choses soient assez difficiles et que le PS doive perdre pas mal de terrain ce soir en termes de cantons. Au niveau des commentaires et des annonces, Nicolas Sarkozy a répété qu'il était contre une alliance, enfin pas une alliance, contre un vote au second tour en direction du Front National comme en direction de la gauche. Il a donc répété sa politique de ni, ce que François Bayrou s'est empressé de contester en disant que lui, il était contre le ni. Alain Juppé estime qu'on a un désaveu de la majorité
et qu'il n'y a pas de vague bleu marine. Je crains qu'il ne soit un petit peu optimiste. Marine Le Pen demande la démission de Manuel Valls. Pour avoir quelques résultats, et quelques résultats significatifs, ou en tout cas symboliques, le Var par exemple, eh bien, le FN est très haut partout. On l'attendait, mais c'est confirmé. Il gagne le canton de Fréjus. Vous savez qu'il détient la ville de Fréjus. Eh ben, il vient de remporter un canton, et là, il a vraiment tout écrasé, avec beaucoup plus de 50%. Plus que 50%, puisque le binôme est élu. On a des duels Front National droite presque partout, hein, Draguignan, Saint-Raphaël, Le Luc, Saint-Maximin. Le Parti socialiste n'existait plus beaucoup dans le Var ce soir, j'ai l'impression qu'il existe quasiment plus du tout. Dans les Landes, Henri Emmanuelli est élu au premier tour. À Guéret, le Parti socialiste est en tête. À Cavaillon, ben là, dans le Vaucluse, on va avoir l'image de la difficulté d'appliquer le Nini. Prenez le canton de Cavaillon. Le Front National est en tête avec 45,4% des voix, et c'est l'UMP qui est derrière avec 39% des voix. Et puis, à Carpentras, le Front National encore est en tête avec 47,2%, mais là, c'est la gauche qui est derrière avec 37,7%. Donc, Nini peut-être, mais comme je sais parfaitement que la droite estime qu'elle peut prendre le Conseil général du Vaucluse et qu'elle peut la ravir à la gauche, il est très difficile d'imaginer qu'il ne puisse pas y avoir soit des ententes, qu'elles soient ouvertes ou non, ou bien qu'on réfléchisse à l'idée de peut-être faire un bon geste en direction de la gauche quand elle arriverait en seconde position pour être sûr de rafler des cantons, parce que là, ça va se jouer de façon très, très serrée. Dans les Bouches-du-Rhône, le Front National fait de gros scores. On attendait les Bouches-du-Rhône. Hein. Il est en tête à Septème-les-Vallons, devant le Front de gauche qui était uni à Europe Écologie, qui sera donc au second tour. Salon de Provence, le Front National est en tête. Aix-en-Provence, c'est l'UMP qui est en tête. Devant le FN, le PS me paraît éliminé. À Fos-sur-Mer, on a un divers gauche qui est en tête et un Front National qui est derrière. Donc vous voyez qu'on va avoir des seconds tours entre la gauche et le Front National, et on va avoir des seconds tours dans le sud-est entre le Front National et la droite. Donc le Nini, ça va vraiment être une consigne compliquée à mettre en œuvre sur le terrain. Dans le Lot, le Front National est en tête. La gauche serait très majoritaire, mais elle est allée complètement dans le désordre à la bataille. 4 listes, et par conséquent, sur les seconds tours, ce sera assez incertain. Et puis encore un résultat dans l'Aisne, où c'est une fois de plus le Front National. Et bien là, le Front National revendique une victoire dès le premier tour. Donc il semble que cette analyse qui fasse du Front National, en dépit de sa déception de ne pas être arrivé en tête, le vainqueur de la soirée, il semble que ça ressorte quand même, notamment dans les régions où on attendait une poussée. Je crois d'ailleurs, je n'ai pas de résultats précis, en tout cas je ne les ai pas mémorisés suffisamment pour pouvoir vous les annoncer, mais je pense que dans le Nord notamment, les choses sont assez compliquées pour le Parti socialiste qui pourrait se maintenir, mais les choses vont être assez ric-rac, et le Front National, comme attendu, est haut à peu près partout. Merci beaucoup, Hubert Huertas. On vous retrouve, disons, dans une grosse demi-heure aux